Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci à tous d'être là ce soir pour voir ce très beau film, qui est donc un film de Miguel Gomes, qui est un réalisateur portugais, qui fait partie des grands aujourd'hui réalisateurs portugais contemporains, qui a commencé sa carrière en 99 et qui a encore réalisé un film l'année dernière, donc qui s'appelle Journal de Tuoa, qui peut se lire à l'envers comme Journal d'août, qui est un film sur un film littéralement. C'est un cinéaste important dans le cinéma contemporain portugais et important qui plus est parce que c'est un cinéma assez exceptionnel vu le contexte de production. C'est-à-dire que le Portugal a, comme vous le savez, connu pas mal de crises. Et c'est du coup tout un milieu cinématographique qui peine un peu à se développer, c'est-à-dire qu'il y a très peu de financement. Si vous voulez des chiffres rapides, en 2011, 8 films ont été produits par le Portugal et en 2012, 0 films ont été produits par le Portugal. Donc ça, c'est un film portugais, mais qui n'a pas reçu d'argent de ce qui pourrait être l'équivalent d'un CNC français. Donc ça va effectivement influencer les tournages, et Gomes en parle un peu dans les entretiens qu'il donne, mais c'est toujours assez compliqué pour lui parce qu'il y a toujours il y a toujours des conflits avec les producteurs, des conflits avec les personnes qui sont censées donner de l'argent, etc. Et il dira lui-même que pour lui, tout film est le résultat d'une lutte, ce qui est quand même assez signifiant aujourd'hui. Ce contexte de production, il infuse directement les films, puisque le Portugal contemporain, c'est le sujet d'une grande partie de sa filmographie. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui parle de son pays, qui parle de ce que les gens vivent dans les villes ou dans les villages. Alors dans celui-ci, un petit peu moins, parce qu'il y a un versant beaucoup plus mythologique, disons. Mais c'est quand même un cinéaste qui n'a jamais décidé de scinder sa production entre des films qui vont traiter du réel, pour le dire rapidement, ou des films assez naturalistes, et des films qui seraient plus du côté d'un imaginaire totalement fictionnel, par exemple. Et donc c'est des films qui vont toujours mêler les deux. Ce film-là, c'est exactement, c'est un peu l'exemple type, puisqu'on va commencer dans un Portugal contemporain, donc en 2012, au Nouvel An en gros. Et dans la seconde partie du film, puisque le film est structuré en deux parties, on va aller vers un monde et une création beaucoup plus mythologique. On en reparlera de cet aspect mythologique, et je l'utilise vraiment à bon escient ici, puisqu'il ne s'agit pas d'une vue documentaire, ce qui va sans doute vous frapper, mais voilà. Donc c'est une dynamique qu'il y a dans toute sa carrière, de mélanger des choses plus ou moins naturalistes avec du fantastique. Il a notamment une œuvre assez célèbre en 3 volumes qui s'appelle Les Mille et une nuits. Et là, pareil, en fait, on va avoir toute une réadaptation donc, des contes qui vont être inventés là par le réalisateur et qui vont venir inclure et mettre en scène des personnages du Portugal contemporain, donc que ce soit des villageois avec un problème de coq dans un village qui va tout de suite devenir toute une fable. Enfin bon, voilà, c'est un peu le principe même de son cinéma. Et là, c'est peut-être le film le plus évident à ce niveau-là, puisque vous allez le voir, et sans en dévoiler trop, parce que je veux pas vous gâcher le plaisir en fait de la découverte du film et sur toute sa deuxième partie. C'est vraiment un film sur le désir de cinéma, je dirais. C'est-à-dire que pendant toute une première partie, on va un peu, et peut-être que vous allez aussi un peu attendre, disons, quelque chose de plus fictionnel, quelque chose qui va un peu décoller et non pas rester dans une sorte de forme plus quotidienne. Et donc voilà, on a un désir, je pense, de la part du spectateur et de la part des personnages même du film, un désir de cinéma, un désir de grande histoire qui va arriver dans la deuxième partie, qui va se déployer, qui va se déployer de manière très belle, jusqu'à une fin que je ne vous révélerai pas. Et voilà, donc un film très beau sur ce pourquoi on est au cinéma également. Et donc j'espère que ça vous plaira et qu'on pourra en parler et échanger à l'issue de la projection. Voilà, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça vous a plu.
Du coup, en le revoyant, je me suis vraiment fait la remarque que la première partie appelle vraiment la seconde. C'était quelque chose que j'avais remarqué la première fois que je l'avais vu à sa sortie, mais là, c'est vraiment manifeste, c'est-à-dire que c'est même très appuyé. Enfin, il y a des phrases alors que je pourrais pas retranscrire exactement, mais Aurora vient nous dire que la vie, c'est pas comme dans les rêves. Enfin, il y a tout un appel comme ça à la fiction qui se met peu à peu en place, et il y a également des éléments qui sont des éléments même visuels très concrets qui vont, j'ai l'impression, prendre une part de plus en plus grande dans la première partie, donc annonçant la deuxième. On a de manière assez évidente la pseudo-jungle dans l'hôpital, à un moment quand ils vont rencontrer Gianluca Ventura. Donc, quand Madame Pilar et Santa vont le rencontrer, elles prennent un café avec lui dans un hall classique avec des sortes de branches et de feuilles de palmier, même un faux perroquet et puis un crocodile en manège. Et alors ça, c'est vrai que quand on revoit le film, c'est un film qui est bien à revoir, je pense aussi, puisqu'il y a plein d'effets de correspondance et de résonance qui s'opèrent au deuxième ou troisième, quatrième visionnage. Mais donc voilà, il y a pas mal d'éléments vraiment qui tirent le film vers cette deuxième partie qui va contaminer un peu et va... Alors, il y a une coupe franche, mais j'ai l'impression que ces éléments vont devenir de plus en plus présents. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors après, on pourra en discuter, ça dépend aussi de la réception de chacun. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a une espèce d'événement qui s'annonce. On peut penser à la séquence dans la cuisine avec Santa et Madame Pilar, où il y a un orage qui est anormalement bruyant. Alors là, je crois qu'il y a vraiment eu un choix de mixage, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup l'orage, et c'est un peu... Enfin, on a l'impression qu'il y a une catastrophe qui va se passer, et Madame Pilar qui regarde toujours par la fenêtre, qui regarde comme si quelque chose allait arriver, et puis le décompte des jours, qui est aussi, lui, une manière d'amener à quelque chose, même s'il y a pas... ça correspond pas à une date précise, on arrive au 3 janvier ou au 4, je sais plus. Donc c'est pas un événement marquant en soi, mais c'est quand même une sorte de compte à rebours qui va faire grandir quelque chose dans ce premier mouvement. Premier mouvement, même si on a le prologue dont j'avais pas parlé en présentation, mais qui fait partie de la première partie, mais qui est un peu en dehors, qui est ce film de fiction qu'on voit au tout début avec cet homme qui a perdu sa femme et puis qui voit son fantôme, donc qu'il la voit morte avec sa robe, et ce crocodile du coup qui est encore là une annonce du dernier mouvement, de la fin, et de la fin tragique, on peut dire assez tragique du film, qui est un prologue un peu bizarre du coup, qui introduit le film d'une manière étrange, qui est complètement mystérieuse, je pense. Je ne sais pas si vous avez des... Quand on voit le prologue, c'est vrai qu'on a un peu peur et on se demande quelle sera la suite, parce que c'est vrai que c'est étrange quand même. Oui, complètement, oui. Oui, c'est un peu... C'est quasiment prémonitoire. Donc on dirait... c'est un prologue qui a un rôle un peu de mauvais présage. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est un prologue qui est au final assez... qui est effectivement assez étrange et assez similaire à la dernière partie, en fait, qui est elle-même très bizarre, en fait. C'est vrai que la première partie est peut-être plus... on peut peut-être un peu plus s'ennuyer devant, parce qu'il se passe effectivement moins de choses. Mais la seconde partie est quand même beaucoup plus... quasiment plus dure, en fait, parce que le traitement des sons, parce qu'elle est seulement comptée et qu'on n'aura pas accès aux interactions réellement entre les personnages. C'est un mouvement dans le film qui est un peu étrange et qui est effectivement annoncé, je pense, par ce prologue qui fait un peu peur. Ouais. J'arrive. Je répondrai après. Concernant le prologue et le reste du film en général, moi, ce qui m'a un peu marqué vraiment sur le prologue, c'est la continuité de la musique, très piano des premiers temps. On a l'impression que c'est la musique d'un film muet qu'on pourrait écouter maintenant joué par un piano.
Et ce qui est amusant, c'est que la musique continue alors qu'elle est dans la voiture et que le régime d'image a complètement changé. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long du film, cette sorte de fusion permanente entre le monde du cinéma, enfin vraiment, là c'est un ciné-concert, donc c'est vraiment du cinéma, mais elle est dans sa voiture, donc ça n'est plus du tout le même, ça n'a aucun sens d'avoir cette musique-là, et une sorte de réalité. Enfin, la frontière, elle est plus du tout aussi nette. Parce que le souvenir, il y a du son direct dedans, c'est-à-dire qu'on peut entendre des bruits de pas, des bruits de des bruits de respiration, mais on n'entend jamais les dialogues, et ça c'est très étrange, ça crée tout le temps, et donc tout le film, il y a ça, je trouve. Oui, mais du coup, effectivement, c'est vrai, et cette fin de prologue avec le fondu en musique, je trouve qu'il participe d'une impression d'irréalité de la première partie, parce qu'en fait ce piano effectivement un peu récurrent et typique du cinéma muet, donc d'accompagnement des films muets, transposé sur des images contemporaines, ça apporte un décalage qui est très étrange, et ce décalage effectivement, je suis d'accord, il est entretenu du coup dans la première partie et dans la seconde aussi, mais dans la première partie il y a, je trouve, pas mal d'effets d'irréalité, et alors là vraiment dans les cadrages, dans la composition, même si c'est un filmage qui est extrêmement classique, et qui là pour le coup résulte aussi des conditions de réalisation et du budget, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est des plans assez simples, c'est des plans rapprochés pour la plupart, mais il y a très peu de mouvements de caméra, il y a très peu de grands travelling, enfin en tout cas je crois que c'était une volonté aussi du réalisateur. Mais du coup, on a des moments un peu étranges, notamment celui où on voit, je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais Madame Pilar et puis Santa, et je crois que c'est encore à l'hôpital, et au fond, on a ces lumières de guirlandes qui clignotent. Et là, on a un plan très étrange, parce que elles sont, en fait, on dirait qu'elles sont incrustées sur un fond en fait, c'est un fond qui fait référence à rien, enfin, qui nous perd complètement. Et ça participe d'une certaine irréalité. Et après, évidemment, le film va jouer avec tout un imaginaire de la représentation du cinéma. Le cinéma qui est très présent dans la première partie, puisque Madame Pilar va deux fois au cinéma, qu'on peut imaginer qu'elle y va souvent, puisqu'elle a l'air très touchée. C'est également une femme qui a l'air assez seule, et donc ça peut être aussi quelque chose qu'elle aime faire pour cette raison. Mais du coup, il y a pas mal d'appels comme ça au cinéma. On a dans la deuxième partie les images, des images qui sont traitées un peu comme des images d'archives, qui sont celles que le mari d'Aurora va filmer d'elle. Donc ces images, je crois qu'ils sont sur une cascade, et on a un régime qui est un peu différent, puisque la pellicule va être tout va être un peu flouté, et le son va également disparaître à ce moment-là, donc marquant un changement de régime d'image. Et je crois que vous faisiez aussi référence, tu faisais aussi référence au son, c'est ça, aux différents régimes qui pouvaient s'entrecroiser, etc. Ouais, son direct. Et précision, du coup, pour rebondir, précision technique. Alors le film, la deuxième partie est muette, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les personnages, mais ça a été tourné en son direct quand même. Donc c'était quelque chose qui a été important, qui était vraiment désiré pour le tournage, et que le preneur de son sur lequel le preneur de son a pas mal travaillé, parce que du coup tous les sons qu'on entend, tous les bruitages, les bruits de pas, etc., tout a été capté en son direct. Ouais. Alors attends, il y avait une dame qui voulait intervenir juste avant. C'est pas grave. Non, allez-y, on peut Par contre, s'il vous plaît, juste éloignez le micro, vous le tenez trop près, et c'est très, très, très fort. C'est juste une question au sujet du son direct. Du coup, quand ils bougeaient les lèvres, ils ne disaient pas leur dialogue, ou ça a été coupé après en post-production? Oui, ça a été coupé en post-production, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, les acteurs ne mimaient pas les dialogues. Ils parlaient vraiment, et c'est une piste qui a été coupée. Il s'agit simplement, en fait, de prendre le son avec divers micros, et après on peut simplement en enlever un, et puis avec quelques manipulations techniques, c'est possible d'enlever le bruit d'un son sur un autre.
Alors, je crois que par contre, il semble avoir lu dans une interview qu'il racontait, ce qu'il disait n'avait aucun rapport avec l'action, c'est-à-dire qu'il racontait des histoires en fait. Et apparemment, des gens capables de lire sur les lèvres pourraient en fait du coup entendre une histoire complètement décalée. Je trouve ça assez intéressant. Ça renvoie un petit peu aussi au cinéma italien avec ces pratiques de doublage où on laissait parfois les acteurs dire n'importe quoi et de toute façon ils étaient doublés après. Je trouve ça assez intéressant comme procédé. Oui, c'est assez marrant. C'est assez marrant parce qu'en plus c'est pas. Alors, effectivement, ce serait drôle de le voir avec quelqu'un qui peut lire sur les lèvres, puisque ça ferait sans doute des choses complètement incongrues. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile, je pense, pour un acteur d'être dans une scène, de jouer une scène, et à côté de raconter n'importe quoi. Enfin, en tout cas, n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas à voir avec l'action. C'est un truc un peu étrange, le décalage. On doit jouer quelque chose et puis parler peut-être de la météo. Mais effectivement, j'avais lu ça aussi dans un entretien. Mais ça, moi, je trouve franchement que c'est vraiment un coup de génie, le fait de faire un film muet, finalement, parce que c'est quand même ça qu'il a fait, en supprimant uniquement les dialogues, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans l'histoire du cinéma. Et je trouve ça absolument magnifique. Enfin, c'est-à-dire qu'il a touché quelque chose, il a réussi à atteindre en fait une sensation en fait qui est liée au cinéma muet et quelque chose de je sais pas comment dire, d'inconscient en fait par rapport à ça, qui est très très fort en fait. C'est très difficile à décrire. Il y a évidemment l'histoire que ça raconte avec tout le contexte, le passé colonial et tout ça. J'imagine qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais je trouve que du point de vue en fait de quelqu'un qui aime le cinéma, par exemple, c'est un film qui est déjà très émouvant uniquement par la démarche en fait qu'il a faite en fait de tourner en pellicule et de revenir en fait au cinéma muet d'une façon qui est peut-être plus authentique que The Artist à l'époque ou que sais-je, parce que c'était à peu près la même année, je crois, The Artist, c'était un an avant, qui avait un très très gros succès, mais qui était un film muet qui était fait un petit peu dans les règles de l'art, quoi, si j'ai envie de dire, quoi. Enfin, en tout cas, assez classique, quoi. Et là, je trouve ça vraiment, vraiment gonflé, en fait, et vraiment génial, en fait, ce truc. Oui. Là, on s'y attend pas, effectivement, à ne pas avoir les dialogues, ouais. Oui, je crois que c'est un. Ouais, je suis d'accord. Hein, je pense que ça touche à une sorte d'imaginaire. Alors là, j'avance un peu avec des pincettes, mais une sorte d'imaginaire collectif du cinéma et qui va nous toucher parce qu'on a vu ces œuvres, alors qu'on les ait vues à leur sortie, peut-être pas quand même, mais en tout cas, on a pu les voir après ces films et il y a un côté assez nostalgique en fait à retrouver tout ça et à le retrouver mis en scène par quelqu'un qui on le voit et on le comprend, a été un peu nourri aussi par ces histoires et en fait on reconnaît l'hommage de quelqu'un qui construit son cinéma à partir de ces histoires, à partir de ses récits et de ses manières de mettre en scène. Et je pense vraiment que la deuxième partie c'est à tout à voir avec l'imaginaire du cinéma en fait et on le voit aussi dans la manière dont cette Afrique mise en scène, c'est une Afrique de cinéma en fait. C'est l'Afrique que le cinéma américain, que le cinéma occidental a mis en scène. Et ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins évident. Mais en fait, c'est l'image de l'Afrique qui est mise en scène dans le film, alors qu'il y a un film que Gomez cite, alors non pas en référence explicite, mais un peu. Il parle de Tarzan, donc du Tarzan en noir et blanc. Et en fait, il l'évoque, qui a été réalisé, alors je ne sais plus par quel studio, je ne peux pas vous dire, mais qui a été réalisé par un très grand studio. Et en fait, il évoque ce film parce que parfois, après des séances, les spectateurs lui demandent « mais pourquoi ne pas avoir filmé en couleur l'Afrique quand même ?» Il y a des très belles couleurs, il y a des très belles choses qui peuvent être faites, mais pour lui, l'Afrique, c'était aussi ce pays qu'il avait découvert par les films, en fait, qui est un pays qu'il ne connaît pas,
qu'il le connaît, il le connaît en tant que spectateur, tout comme je pense la plupart des spectateurs ne le connaissent pas, ou n'y vivent pas forcément. Et donc c'était important pour lui de mettre en scène, de déjà mettre en scène une mythologie en fait, et pas un rapport documentaire ou un rapport qui aurait à voir avec une vérité. Là, c'est une autre vérité, c'est la vérité d'une représentation par un studio, par l'histoire du cinéma. Du coup, c'est la MGM, merci d'avoir cherché le Tarzan de la MGM qui a été tourné en noir et blanc, et qui est un film un peu mythique, du coup. Mais il me semble, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a évidemment, comme tu le dis, une espèce de tentative de ressusciter en fait, un imaginaire qui a été construit dans nos têtes par ces films hollywoodiens. Mais on sait bien que tous ces films hollywoodiens étaient souvent tournés d'ailleurs en Californie, et donc totalement artificiels en fait. Mais lui est vraiment allé en Afrique, et de ce qu'il déclare dans des interviews, c'est qu'il a quand même cherché à déjà, il a utilisé des paysages naturels, et puis il s'est servi aussi d'acteurs qui étaient non professionnels. Et puis en gros, il disait qu'il n'y avait pas de scénario, qu'il laissait un petit peu les choses venir et il construisait un peu au fur et à mesure. Et je trouve ça très étonnant en fait qu'il ait réussi. En fait, il y a une espèce d'alchimie entre les deux. Il y a un truc de tenir les deux bouts en fait de cette chaîne-là. C'est quasiment miraculeux en fait. Moi, je reviens toujours pas quand je regarde ça, parce que effectivement, tous les Tarzans, tous les films américains de l'époque, c'est quand même c'est le cinéma hollywoodien, et c'est l'antithèse du documentaire, du néoréalisme, tout ce que tu veux. Et en fait, là, pourtant, il y a des accidents, il y a de l'imprévu, il y a des choses qui rentrent dans le film, quoi. Oui, effectivement, c'est un film qui a été réalisé sans storyboard. Donc le storyboard, c'est le document qui est utilisé par donc le réalisateur et les divers techniciens du film, où en gros chaque plan va être dessiné, et on va comme ça avoir une vision un peu du film qui se déroule avant que celui-ci soit tourné. Et donc là, c'est réalisé sans storyboard, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'improvisation, et qu'en fait, effectivement, comme tu le disais, il y a des imprévus, il y a des choses qui se passent, et c'est ça aussi qu'il va chercher. Et effectivement, du coup, ça a du sens de tourner. Donc ça a été tourné au Mozambique, et c'était important pour lui de tourner là-bas, même si ça impliquait des contraintes techniques. Par exemple, il y a très peu ou quasiment pas d'électricité sur le plateau, ce qui fait qu'il y a peu de scènes de nuit aussi. Il y a la scène devant le feu, qui est une très belle scène, mais qui est la seule en fait scène de nuit, il me semble. Et donc voilà, c'est pas mal de contraintes techniques, puisque des groupes électrogènes qu'on peut pas forcément amener. Mais c'était important pour lui de tourner au Mozambique. Et je crois qu'il a également déclaré qu'en fait, s'il n'avait pas pu tourner là-bas, comme les producteurs auraient préféré, en fait, parce que c'est quand même plus simple de tourner dans le pays, donc au Portugal, et ça aurait été facile de trouver un coin un peu plus ou moins désert, ou alors un décor. Mais donc il a dit que s'il n'avait pas pu tourner là-bas, il aurait utilisé des images d'archives, des images de films, et du coup là, on aurait été sur un versant beaucoup plus dans la citation en fait, alors que là il y a réellement une nouvelle histoire qui est mise en scène dans ce lieu, avec ces nouveaux personnages et ces nouveaux acteurs. Je voudrais dire que j'ai été très touchée par l'étrangeté de ce film, pas simplement parce que c'est pas bien racontable et ça a l'air d'être des morceaux comme ça. Et vous dites que ça a été tourné au Mozambique. On voit très bien que c'est dans un milieu authentique. Et le fait que ce soit en noir et blanc, ça nous rappelle nos livres d'enfance, par rapport à ma génération, où il y avait des photos en noir et blanc. J'en retrouve encore, là, je crois que c'était Kessel, une histoire africaine, des photos comme ça qui restituent l'atmosphère qui est dans ce film, ou plutôt cette histoire, parce que ça a l'air d'être
ça n'a pas l'air d'être un film, ça a l'air d'être une histoire. Et moi, je me suis sentie emportée dans quelque chose qui était à la fois très, 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 très prégnante et complètement mystérieux. Et il y a des petites choses très jolies quand on voit l'eau qui coule. C'est filmé, l'eau qui coule sur la vitre, ouais, c'est ça, sur et qui l'objectif. déforme. Et il y a eu une autre fois aussi, on aura ce genre de choses, et les paysages avec beaucoup de brume. Il y a beaucoup, quand même, beaucoup d'esthétique. C'était peut-être facile à trouver, mais ça donne cette légèreté, cette délicatesse au film. Et je trouve qu'il y avait plein de choses comme ça, à la fois jolies et dérangeantes, parce qu'on est emmené, on ne sait pas où. Oui, je suis d'accord sur cette impression d'étrangeté. Et je pense que ces références picturales auxquelles vous faites référence, le Miguel Gomez en a conscience aussi, en fait, et c'est des choses dont il s'inspire. C'est toute une imagerie, en fait. Et par ailleurs, il y a des films classiques, puisque là on a vraiment alors je l'ai pas dit, je crois, mais évidemment le film fait référence au Tabou de Murnau, de par son titre déjà, et puis de par son histoire, de paradis perdu. Donc Tabou, je sais pas, vous avez vu Tabou ou... Bon, c'est un très beau film, c'est un film que je vous recommande, qui est très bien édité en plus, donc il est facile à voir en DVD, en Blu-ray. Mais très rapidement, c'est un film en fait où est mise en scène l'histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens, en fait, entre une jeune fille qui est censée, alors je crois qui est désignée comme une sorte de figure, non pas sacrée, mais qui serait un peu... la figure dans laquelle s'incarnerait un certain dieu, et donc c'est une jeune fille qui doit rester seule, qui doit rester vierge, et qui est destinée à un sorcier, et qui en fait est une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un jeune homme, et ça se finira assez mal, comme on peut le deviner. Et donc le film reprend évidemment et rend hommage à ce grand film de Murnau. Il y a également un autre hommage, je pense, dans le prénom même de Aurora, qui fait référence à l'aurore. Donc voilà, on a plein d'allers-retours comme ça avec une culture du cinéma classique. Et moi, ça me fait également penser, alors même s'il y a beaucoup de différences, mais à des films et à des réalisateurs qui, à un moment, sont partis tourner et ont mis en scène un peu l'imaginaire qu'ils avaient d'un certain pays. Et on peut penser au Fleuve de Renoir, par exemple, qu'il va tourner en Inde, et qui, là, pareil, va délivrer, même s'il est tourné là-bas, avec des acteurs... également qui habitent là-bas, qui va délivrer une image un peu fantasmée du pays. On a aussi le diptyque du Tigre du Bengale et du Tombeau hindou de Fritz Lang, qui, pareil, va partir dans tout un imaginaire. Donc on a pas mal de films dans l'histoire du cinéma comme ça qui vont venir convoquer toute une série de fantasmes pour créer de nouvelles histoires, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Et je trouve assez intéressant également le fait que j'ai vraiment l'impression que dans la deuxième partie, donc, on est quasiment, et du coup l'étrangeté peut provenir de ça, mais on est quasiment dans un rêve. Alors moi là, en le revoyant, je me suis demandé en fait si ça existait vraiment. C'est-à-dire qu'on peut, je pense, lire le film de plusieurs manières. Mais en fait, ça pourrait très bien être une invention complète, en fait, puisqu'on a ce régime narratif qui est quand même très particulier, c'est-à-dire qu'on n'entend pas les voix, donc on est vraiment sur un simple récit. Les seules voix qu'on entend, c'est les chansons, mais qui là font partie d'un imaginaire collectif également. Donc il ne s'agit pas d'une situation là maintenant. C'est une œuvre qui est reproductible et qu'on peut entendre ailleurs. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose d'assez fantomatique dans cette deuxième partie.
et qui confine quasiment à l'irréalité, en fait. C'est comme si ces gens, au final, peut-être n'existaient pas et étaient juste le fruit d'une certaine imagination, en fait, de l'imagination de... Alors, je dis pas que c'est ce qui est représenté, je pense d'ailleurs que c'est vraiment un souvenir. Mais il y a quand même ce truc un peu étrange. Ça pourrait être simplement... alors, ça peut être des fantômes, mais ça peut être des créations un peu qui viennent de nulle part, quoi. Et donc ça donne une impression un peu dérangeante parfois, et en même temps assez belle, je trouve, de venir convoquer des spectres qui pourraient aussi être les spectres de toutes les histoires qu'on a déjà racontées au cinéma, en fait, et qui là seraient à nouveau mises en scène et qui seraient convoquées dans ce film, en fait, par des personnes qui ont envie d'histoire, hein. Les personnes de la première partie, elles ont ce désir d'aventure, en fait. Madame Pilar, c'est vraiment quelqu'un qui même dans les choses les plus simples, quand elle veut accueillir l'étudiante polonaise, qui a envie que quelque chose se produise, en fait. Et Aurora, qui est la personne typiquement qui peut faire advenir les choses, qui est vraiment un personnage de cinéma, même quand elle fait rien. C'est-à-dire qu'on la voit tout le temps se changer, on la voit tout à fait... alors elle arrive comme ça dans la pièce, elle va vendre son manteau, enfin, qui est déjà un personnage de cinéma, en fait. Et dès la première fois où on la rencontre, qui est dans le casino, quand on doit venir la chercher, on la voit donc avec ses lunettes de soleil, dans une séquence très étrange, qui est pour moi vraiment la plus belle du film. Et en fait, dans cette séquence, alors je trouve qu'elle a un air de voyante. C'est-à-dire que c'est très bizarre, elle parle, elle raconte avec ses lunettes, comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la table tourne. C'est super bizarre parce que du coup c'est pas c'est un peu bête, mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, quoi, une table qui tourne comme ça tout le temps. Et donc excuse-moi, il me semble, c'est pas en fait dans un casino, en fait, ces bars, en fait, qui sont tu sais, qui tournent autour comme ça. Bah alors là, je crois que vraiment pour le tournage, la table tournait. D'accord, c'est pas parce que moi j'ai déjà vu, en fait, ce genre de truc. Où tu as vraiment des bars qui sont organisés avec des tables tournantes autour. Enfin, moi, je me suis dit que c'était ça quand j'ai vu le film. Bah, alors, du coup, je le reverrai une 6e fois. Mais non, mais le résultat est le même. même. En tout cas, il y a quelque chose qui... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de fond, en fait. C'est ça, le truc. Ça bouge tout le temps, ouais. C'est que le fond bouge. Ouais. Et on a des lumières comme ça qui passent. Et elle va raconter ce rêve. Donc, on a vraiment... Alors, on sort du prologue cinéma très étrange, et là elle nous raconte son rêve qui est encore plus étrange, qui est donc sur ce singe qui en fait était son mari, qui en fait du coup était très poilu, enfin un truc complètement fou, un rêve du coup. Et là avec cette entrée en scène de Aurora, on est vraiment on est complètement dans la fiction, en fait, dès le départ. Et par ailleurs le singe va être le premier on pourrait parler de ça, hein, le premier animal de la longue liste d'animaux dans le film, qui sont toujours des êtres mis en scène avec beaucoup d'attention par Miguel Gomez. Il y a toujours des animaux dans ces films. Dans Les Mille et une nuits, on a un coq qui parle, donc, qui a des revendications, qui ira même à un procès. On a aussi des moineaux qui font des concours de chant. Enfin, il y a toujours une place très importante accordée aux animaux. Là, on a le singe, on a évidemment le crocodile, j'en avais noté d'autres, mais il y a pas mal comme ça d'apparitions d'animaux qui confinent aussi, je pense, pour lui à un certain univers du merveilleux, en fait, à tout un... C'est un peu un appel à la fable. Enfin, comme vous savez, il y a toujours des animaux un peu étranges dans les contes, des animaux qui sont doués de volonté ou qui vont venir déclencher certaines situations. Et là, par ailleurs, c'est le crocodile qui fait que les deux amants se rencontrent. C'est un peu comme s'il l'avait voulu, quoi. Il y a un animal aussi dans Robinson Crusoe. Enfin, pareil, Robinson Crusoe, c'est le livre que lit Santa, donc, qui est la domestique de Aurora, qui est le livre qu'elle lit la nuit, et ce pourquoi elle fait des progrès en portugais. Qui est encore là une entrée dans la fiction, en fait, un appel à l'aventure. Puisqu'elle prend le livre au début et elle commence à nous le lire. Et bon, après, la lumière s'éteint, mais c'est encore une passerelle qu'on peut faire entre les deux.
Attendez, s'il vous plaît. Merci. J'imagine un peu si on inversait les deux parties, c'est-à-dire la deuxième partie deviendrait la première, est-ce que la première actuelle ne serait pas plus accessible, plus compréhensible? Oui, peut-être, oui. Oui, Paradis, puis Pourquoi Paradis ça a été mis dans cet ordre-là, en fait? Parce qu'on aurait pu les inverser, en fait, ces deux parties. Parce que je pense que c'est... Alors, je parle pour moi, mais peut-être que Miguel Gomez s'est exprimé à ce sujet, mais je pense que c'est un film sur le souvenir, en fait. Je pense que c'est de ça dont traite le film. Je pense que c'est un film sur les images, sur le fait d'un moment vouloir transmettre quelque chose, que ce soit transmettre sa propre histoire, se remémorer ce qu'on a vécu, ou pour un cinéaste, transmettre tout un imaginaire qu'il aura construit. Donc je pense que le film parle de ce passage, en fait, et je pense que ce passage il est même très littéralement mis en scène au moment donc à l'hôpital où Aurora va non pas dicter mais dessiner sur la main de Santa les lettres donc du nom de son ancien amant, qui est une scène très belle et qui est vraiment une scène de transmission à ce moment-là, puisqu'elle va littéralement lui donner, c'est comme un passage de relais, ça passe par les mains, elle va lui donner son histoire, en fait. Et donc c'est très beau, parce que c'est aussi le moment où c'est une scène très simple dans la mise en scène, hein, on a les mains et les deux visages, c'est tout. Il n'y a pas de mouvement de l'un à l'autre. Et c'est une scène qui est très belle, parce que c'est le moment où la parole disparaît aussi. Et donc c'est un moment qui vient annoncer la suite. Et oui, les mots sont plus prononcés, c'est seulement dessiné sur la main. Et c'est là qu'on va donner l'histoire pour qu'elle soit après racontée encore. Donc voilà, donc je pense qu'on aurait pu effectivement, on pourrait inverser les parties. Et c'est souvent comme ça que les films, ça pourrait être une sorte de rise and fall, c'est-à-dire qu'on voit une super histoire d'amour et puis après on voit que ça n'a pas pu durer. Mais je pense que la beauté du film vient du fait que ce soit un souvenir, en fait, et que c'est révolu, et qu'en fait, avant même qu'on ait accès au souvenir, on sait que c'est un souvenir, en fait, on sait que c'est fini et que ça n'a pas fonctionné puisque c'est fini avant même que ça commence pour nous spectateurs. Je pense que, enfin, moi, c'est là que j'ai trouvé la beauté du film. Ah oui, attendez. Ouais. Bah oui, pas celui directement. Attention de ne pas parler trop près. Merci. Pareil, c'est par rapport à l'inversion des deux parties. Il y a peut-être aussi quelque chose qui résonne un petit peu avec ce que vous disiez sur le cinéma, sur cette idée que, enfin, je sais pas, il y a quelque chose sur la croyance. On n'y croit pas, en fait, à l'histoire d'amour, puisqu'on sait qu'elle se termine mal, puisqu'on sait que cette fille-là va finir très seule et très triste avec sa fille qui l'abandonne. Du coup, j'ai l'impression que c'est aussi un discours. Enfin, ça parle aussi du cinéma et de ces images donc de l'Afrique qui ne sont pas des vraies images. Ces films hollywoodiens qui représentaient une image qui était biaisée de l'Afrique. Et c'est tout le passé colonial, donc qui est quand même un passé qui n'est pas neutre. Donc c'est cette façon de voir que, en fait, tout ce qui est montré dans le film, finalement, c'est pas pris non plus complètement au pied de la lettre, qu'il y a une distance aussi. Je pense que l'inversion des deux parties, ça permet de prendre de la distance avec cette Afrique qui n'est pas du tout le paradis, en fait. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a de l'esclavage, en fait. Donc c'est, je pense, une manière qu'a le film de rester sur une sorte de bon côté. Enfin, le film se mouille pas en disant « Ah, regardez, avant c'était merveilleux, c'est pas du tout le temps béni des colonies ». Et je pense que c'était important d'inverser les parties pour montrer qu'il y a une forme de décadence qui commence, en fait, avant même qu'elle ne... Enfin, c'est déjà perdu d'avance, quoi. Il y a quelque chose de très apocalyptique. Tu parlais du décompte des jours au début, qui, je pense, fonctionne bien dans ce sens-là. Oui, évidemment, ce paradis qui est mis en scène, c'est pas un paradis qui est entier, qui est plein ou complet. En fait, c'est un paradis qu'on sait déjà fini. Et d'ailleurs, c'est assez marrant puisque les personnages de ce paradis, du coup, de ces colonies, sont à ce point, enfin, sont tellement dans alors que c'est pas un délire, mais ils sont tellement, ils sont un peu aveugles, en fait. C'est-à-dire qu'ils voient même pas que tout ça arrive à la fin, quoi. Ils vivent comme avant, ils ont les mêmes habitudes, et pourtant à la fin du film, c'est rapidement dit, mais on a les premières révoltes, et en fait très rapidement tout ça va finir, en fait, va prendre fin. Et donc oui, je pense que c'est une forme de décadence qui est déjà un peu, qui infuse un peu dans tout le film, et on le voit, de toute façon c'est une société un peu désabusée, au moment de la fête à la piscine.
où il y a cette grande piscine et puis cette famille complètement folle, le fils qui vient boxer contre personne, le père qui joue à la roulette russe. On a quelque chose un peu ici de personnages qui sont délirantes en fait et qui présagent en fait la fin de tout un système qui est ici seulement évoqué ou entreaperçu. Moi, par rapport à ça, j'ai une vision un peu plus mitigée. C'est-à-dire que par rapport à la représentation de la colonisation, en fait, je trouve qu'on est quand même c'est quand même une vision assez tendre, on va dire, dans le sens où certes les personnages ne se rendent pas compte, mais je trouve que le cinéaste ne s'attarde pas du tout sur les conditions réelles, en fait, les conséquences réelles de la colonisation. Et je trouve que ce qui est assez significatif, c'est à la fin, quand il y a les premières révoltes, on entend, je crois, par la radio, en fait, les révolutionnaires, en fait, et que je trouve un peu bouffons. C'est assez drôle, mais je crois qu'ils revendiquent le meurtre du chanteur. En fait, il y a une espèce de il y a un quiproquo qui embraye, en fait, qui déclenche, symboliquement la révolte. C'est pas très sérieux et en même temps, donc je trouve que par rapport à ça, je sais pas, tu citais Le Fleuve tout à l'heure de Renoir, et c'est un film magnifique. Néanmoins, en fait, moi j'ai trouvé que dans ce film, Renoir en fait restait totalement aveugle en fait à tout ce qui était de l'ordre de la réalité de l'exploitation en fait économique. Il n'est pas obligé d'en parler en fait. On peut dire que c'est un sujet qu'il peut laisser de côté. Néanmoins, quand même, c'est quelque chose de présent qui choisit de ne pas regarder en fait. Bon, là, je ne serais pas aussi sévère, mais il y a quand même cette fin qui est assez, qui reste sur sur le ton un peu de la romance, du mélodrame, etc. Et peut-être qu'il faut l'interpréter, comme tu dis, comme comme le fait que c'est de l'ordre du fantasme ou du refoulé, je ne sais pas. En tout cas, je suis quand même un petit peu dubitatif là-dessus. Oui, je pense que de toute façon, je pense que son but dans ce film n'était pas de dénoncer quoi que ce soit. De toute façon, on le voit. Je pense qu'à la fin, c'est une sorte de boucle, et c'est un peu pour, je sais pas, injecter un petit peu d'histoire en fait, injecter un moment pour dire que voilà, ça prend fin à ce moment-là, comme ça on le dit. Effectivement, c'est une petite facilité de scénario en fait. Tout va très vite. Je pense qu'en fait, c'est pas. Je pense à la fois que c'est pas ce dont il veut traiter, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment quand on le voit de quelque chose quand on voit cette deuxième partie, de quelque chose qui fonctionne plus en fait. Et je pense que ça, il en avait très bien conscience, mais qu'en fait, ce qu'il décide de filmer, c'est tout ce qu'on a mis en scène quand on y croyait encore en fait. Et la deuxième partie, c'est un peu ça, c'est essayer d'y croire encore un peu, et en fait ça marche plus quoi, ça s'effondre et au final tout s'effondre dans la seconde partie, hein. L'histoire d'amour, tout, qui est plutôt une bonne chose, mais les colonies, rien ne fonctionne en fait. C'est comme si le rêve qu'il a constitué cette deuxième partie en fait, il s'interrompt brusquement en fait. C'est un réveil un peu douloureux, et le grand mouvement un peu idyllique qui avait débuté s'interrompt dans le malheur des personnages en fait, de quasiment tous les personnages. L'addiction au jeu, ça c'est aussi un mal je sais pas, de personnes riches. Non, je sais pas, c'est comment ? Ok. C'est très cinématographique, je trouve, une personne qui est addicte au jeu, mais je pense que c'est intégré dans l'histoire, mais ça a une place assez. C'est aussi, c'est, je pense, la marque de quelqu'un qui s'ennuie en fait. Et je pense que Aurora, à partir du moment où elle a quitté, où elle a été séparée de son amant, en fait, elle le dit, elle est morte à ce moment-là. Et donc, en fait, après, il s'agit de passer le temps, il s'agit de dépenser, et voilà, en fait, et de juste
laisser aller. Mais il y a eu quand même la crise économique de 2009. Est-ce que le film a été tourné, ou en tout cas écrit avant, pendant ou après? Est-ce que ça entre un peu dans l'équation ou pas, en fait, finalement? Est-ce que le Portugal en a payé un prix très, très, très élevé? Alors, au niveau de l'écriture du film, je sais pas. Je sais pas à quel moment il a été écrit. Par contre, effectivement, ça peut aussi, à juste titre, être vu comme un rappel en fait, de la situation économique au Portugal. Rappel qui est fait dans pas mal de ces films. Et donc là, le casino et le fait de ne plus avoir d'argent du tout et d'être complètement dépendant de possibles créanciers. Oui, effectivement, c'est aussi tout à fait à propos quand on considère la situation économique du pays. Est-ce que tu peux éventuellement nous recommander d'autres films de Gomes à voir à la suite de celui-là? Oui, alors j'en avais un peu parlé en présentation, excusez-moi, mais les 3 films des 1001 nuits, du coup, qui sont réunis dans un coffret, pareil, qui est facilement trouvable, sont vraiment des films magnifiques, je pense. Et si vous avez aimé ici l'étrangeté, comme on a dit, du film, et la beauté d'histoire comme ça, d'histoire qu'on voit plus, ou qu'on peut avoir l'impression de plus voir au cinéma, je pense que ce sont des films qui peuvent vous toucher, puisque donc c'est la reprise des contes des 1001 nuits, avec une même narratrice qui va donc à chaque nuit inventer de nouvelles histoires, et qui en fait vont être des histoires qui mettent en scène les différents acteurs et personnages du pays. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un conseil de ministres qui va être l'objet d'un sort qui va faire que la dette du Portugal va être, si ce n'est annulée, en tout cas réduite. On aura une histoire sur le coq du village qui parle et qui vient prévenir les habitants des incendies à venir. Donc on a tout au long des 3 films tout un mélange comme ça, une imbrication entre un merveilleux et puis une sorte de réalité, ou en tout cas tout un terrain que voulait filmer Miguel Gomes. Et il a filmé la fermeture de chantiers, de grands chantiers. Et ça, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et en même temps, il voulait pouvoir faire encore des histoires avec ces gens-là. Et donc, c'est un projet qui est très beau en soi, et donc que je vous recommande beaucoup. Comme ça, vous avez 3 films. Chacun dure à peu près 2 heures. Vous avez 6 bonnes heures de projection. Et oui, voilà, ce serait ma grande recommandation.